Et alors, moi j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis l'un des nombreux petits-enfants de Maurice Marchandon de La Faye. Alors c'est vrai que Maurice Marchandon de La Faye, c'était un architecte, c'était un archéologue, et puis c'était un amoureux de Château-Chalon. Et à tel point qu'il a écrit un livre sur l'abbaye de Château-Chalon qui est paru en 1893, dont en fait il ne reste que de très 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 peu d'exemplaires. Alors j'ai eu la chance d'être le petit-fils de grand-père, et puis j'ai la chance d'occuper son salon, son bureau, sa maison. Donc en fait je suis un peu le dépositaire de sa mémoire. Alors le grand-père, en fait, il avait beaucoup de passion. Oui. Pardon, est-ce que vous pourriez nous dire comment il est arrivé là? Alors, Allez-y sur les passions, puis après vous nous alors expliquez comment il est arrivé là? C'est dommage parce qu'il y a que ma mère qui aurait pu me donner des dates précises. Il avait fait connaissance avec l'ancien propriétaire de cette maison, un certain monsieur Bury, qui était un monsieur très important et qui devait avoir des notaires, des avocats. Et il y avait un de ces hommes de droit qui était ami avec, je crois que c'est du côté de ma grand-mère, donc c'est un monsieur qui devait habiter Sceaux. Et il a dû lui parler donc de ce monsieur Bury. Grand-père est venu lors probablement d'un voyage d'agrément, et comme il était archéologue, il est tombé tout de suite amoureux des ruines de l'abbaye, dont une grande partie appartenait à monsieur Bury. Et donc monsieur Bury l'a accueilli pendant plusieurs années, ce qui lui a permis donc d'écrire son livre sur l'abbaye de Château-Chalon. Et puis comme M. Bury n'avait pas de descendants, je crois que ça doit se tourner dans les années 1905-1906, un jour il a dû lui dire, écoutez M. Marchandon de La Faye, je n'ai pas de descendants, si ça vous intéresse, je vous vends mes propriétés, mes biens. Ce qu'a fait grand-père, donc moi j'ai l'acte de vente, donc je sais qu'il est devenu propriétaire en 1912. Donc il a acheté la maison où nous nous trouvons aujourd'hui, donc qui était avant M. Bury, et au moment donc même avant la Révolution, c'était la maison du confesseur des abbesses, donc c'est en fait une annexe de l'abbaye de Château-Chalon. Et en plus de la maison, il a acheté, on va dire, les dépendances de la maison, c'est-à-dire que les vignes, les sous-roches, les puits Saint-Pierre. Il a acheté, comme il avait 5 enfants, il s'est dit ça serait bien que chacun de mes enfants ait un pied-à-terre à Château-Chalon. Donc il a acheté la tour, maintenant qui est toujours à mes cousins Robert. Il avait acheté pour mon oncle René une maison qui est à côté, qui après a appartenu à Denis Bury. Il a acheté pour mon oncle Jacques le Froid-Pignon, l'une des plus belles maisons de Château-Chalon, qui maintenant est devenue l'office du tourisme. Et il a acheté le Porche sous lequel on passe quand on se rend à La Rochette. Plus toutes les ruines de l'abbaye, c'est-à-dire que toutes les ruines qui sont à droite quand on se rend à La Rochette appartiennent toujours aux descendants de mon oncle Bernard. Et en plus de sa passion pour l'abbaye, il avait une passion, c'était la vigne. Et comme il avait acheté, il avait quand même un certain domaine, il avait un de ses fils, mon oncle René, qui avait fait, à l'époque, je ne sais comment ça s'appelle, mais c'est, disons, l'école du vin. Et il avait un projet, c'est-à-dire, en fait, c'était de faire un grand domaine.
Et puis, la vie, c'est pas toujours ce que l'on pense. Et il se trouve que mon oncle René est décédé à l'âge de 31-32 ans d'une sclérose en plaques. Donc le projet vinicole de mon grand-père est un petit peu tombé à l'eau. Quoi qu'il en soit, donc il a quand même poursuivi son rêve et il a créé, on va dire, avec Yves Le Gourec et Louis Cartier, le premier syndicat des vignerons de Château-Chalon, qui était à l'origine de l'AOC Château-Chalon, qui a vu le jour en 1936. Donc il s'était entouré de vignerons, c'était plus que des vignerons, c'était des amoureux du jaune, notamment un certain monsieur André Noir de Baume-les-Messieurs, qui habitait, quand on rentre dans l'abbaye, oui, de Baume-les-Messieurs juste à gauche, et sa fille tenait la petite librairie qui était à droite. Et ce monsieur poussait comment on va dire, son amour du vin, et chaque tonneau de vin avait le nom d'une abbesse de Château-Chalon. C'est quand même quelque chose de remarquable. Voilà, ça c'est grosso modo un peu. Et puis, donc, ceci étant, il avait beaucoup d'autres. Il était amoureux de tout ce qui était, bien entendu, art religieux. Justement, vous pouvez nous parler un peu de sa collecte voilà. de... Donc ça, c'est une polémique, mais ça me tient à cœur. Certains connaissent la vérité, mais parfois la vérité, ça fait mal, et ils ne veulent pas que la vérité se sache. Comme grand-père avait donc plusieurs maisons à Château-Chalon, comme je vous disais, entre autres, il avait le porche. Et au porche, il y avait un Christ du XVe siècle. Et ce Christ était impressionnant parce que c'était un Christ en bois polychrome. Donc, il avait une couleur livide. Il avait du sang qui lui coulait au niveau du front. Il avait une main crispée. Et mon grand-père avait émis le désir qu'il soit exposé dans ce salon. Mais comme il faisait peur à ma mère, et à ma tante Geneviève et à mes oncles, ma grand-mère s'y était toujours opposée. Et donc, en bon mari, mon grand-père a obéi à son épouse, et puis il l'a entreposé au porche. Et puis, on ne va pas dire les dates, et un artiste bien connu de Château-Chalon est venu. C'était un monsieur au demeurant plein de qualités, qui était très curieux, et puis il a visité le porche, et il a vu le Christ. Il a demandé ce que c'était. La religion, c'était pas trop son truc, et ma mère lui a expliqué l'histoire de ce Christ, et puis il lui a dit, vous savez François, ça serait bien que ce Christ, plutôt que de rester dans cette pièce, soit réhabilité, entreposé à l'église, ce en quoi ma mère a dit pourquoi pas. Et à sa grande surprise, le lendemain, en regardant le journal du Progrès, il y a quelque chose qui lui a fait très mal, c'est-à-dire qu'il y avait en gros titre, un Christ du XVe siècle d'une valeur inestimable, découvert sur un tas de gravats par dont je tairai le nom. Ce Christ a été, on va dire, réhabilité, c'est-à-dire qu'en fait, on lui a enlevé sa polychromie.
Donc maintenant, il est en bois brut. Et puis chose un peu gênante quand même, quand on fait de la réhabilitation, je trouve que ça ne se fait pas on lui a fauché un bras. Donc quand on le voit dans l'église de Château-Chalon, il n'a plus de bras. Alors qu'il en avait. Et moi, quand j'étais petit, il avait des bras. Alors ce qui était important, en plus, ce qui était très important dans ses bras, c'est que il n'avait pas été crucifié au milieu de la paume de la main. Ah oui. Et ça, c'est... Enfin, moi qui suis quand même un ancien médecin, on sait pertinemment que si vous mettez un coup dans la paume de la main, vous ne tenez pas, vous vous décrochez. Effectivement, et il était crucifié à l'extrémité des radius et cubitus. Et quand on crucifie quelqu'un entre le radius et cubitus, on sectionne le nerf radial, c'est pour ça qu'il y a une adduction du pouce, et c'est pour ça qu'ils avaient les doigts complètement crispés. Donc le type qui avait sculpté, c'était quelqu'un qui avait des notions d'anatomie pathologique qui étaient très importantes. Donc dans l'église, il y a ce Christ, il y a une pierre tombale. Alors, il y a une particularité, c'est que cette pierre tombale, grand-père, il l'avait trouvée en faisant des fouilles dans les jardins du Fort-Pignon. Et chose qui l'avait intrigué, c'est qu'il n'y a aucun nom permettant d'identifier le gisant. Les choses qui l'avaient intrigué, alors qu'on était dans une abbaye d'abbesse, donc de femmes nobles, eh bien, il y a une épée. Donc une pierre tombale avec une épée dans une abbaye de femmes, c'est étrange. Il s'était dit, ça serait peut-être éventuellement, avec beaucoup, quand on est architecte, on a toujours un petit peu la tête dans les étoiles, il s'est dit, ça serait peut-être la pierre tombale du fameux Patrice Norbert, qui était le fondateur de l'abbaye. Et donc, cette pierre tombale est au trésor de l'église de Château-Chalon. Il y a un bloc de pierre qui est un des rares morceaux subsistant au fameux porche de l'église abbatiale. Il y a beaucoup de choses comme ça qui appartiennent à grand-père qui sont dans le trésor de l'église de Château-Chalon. Et on avait voulu rééditer à un moment donné le livre qu'il avait fait sur la ville de Château-Chalon. On m'avait demandé mon autorisation. J'avais dit oui, bien que je ne sois pas le seul descendant. Et j'avais dit je veux bien à condition que je rende un certain hommage à mon grand-père. Et j'avais dit ça me ferait plaisir qu'il y ait une petite plaque disant le Christ, la pierre tombale du Patrice Norbert. Il était en don, finalement. C'est que le nom de grand-père persiste parce que avec le temps, on ne saura plus, et puis il n'y aura plus que les légendes qui courront, notamment celle du Christ qui persiste et signe, parce que même quand il y a des ouvrages récents, un petit opuscule qui a été fait par, je crois que c'est le département ou la région sur Château-Chalon, Cité, etc., bien entendu, on dit qu'il a été trouvé sur un tas de gravats. Donc, et vous n'avez jamais rectifié le... J'ai des documents. J'ai des documents, à l'occasion je pourrais vous les montrer. C'est un certain monsieur Genevaux qui était membre de la Société d'émulation du Jura. Dont votre grand-père était aussi membre, j'ai vu. Oui. Et donc une lettre adressée à ma mère en lui disant, donc j'ai fait, nous avons décidé de faire classer au titre de monument historique telle pièce, telle pièce, telle pièce. Et il serait bon, en mémoire de Maurice Marchandon de la Faille, que figure don de la famille pour souvenir. Ça n'a jamais été fait. Et ça, c'est, je trouve, un petit peu dommage. Voilà à peu près ce que j'ai à dire sur le grand-père. Alors pour ce qui est du vin, c'est vrai qu'il avait... quand il a pris possession de cette maison,
Il y avait du vin en cave, donc c'était des vieilles bouteilles qui sont antérieures à 1880. C'est des bouteilles qui sont antérieures au phylloxéra. Et puis j'ai eu le plaisir dernièrement d'organiser une dégustation avec des fins connaisseurs. Donc on a dégusté une bouteille, c'est un Château Chalon 1886. Ah oui, quand même. Et on m'a demandé pourquoi, parce que je leur ai dit que ces bouteilles m'appartiennent, mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Ouais. Donc j'avais demandé l'autorisation à mes enfants, je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces vieilles bouteilles. Ils m'ont dit papa, tu en es le propriétaire, il suffit qu'on en garde une, parce que le reste, t'en fais ce que tu veux, on est plus amateur de whisky coca, et chose que je ne savais pas, Whisky coca. et chose que je ne savais pas, c'est que c'est en 86 que le Coca-Cola a été inventé, Ah oui, et d'accord. ça tombait bien, donc Ouais. Et vous en restez beaucoup? alors il m'en reste pas beaucoup. Non, mais j'ai l'intention, c'est vrai que ces vieilles bouteilles, moi j'y vois pas du tout la valeur marchande, mais j'ai l'intention d'en faire profiter, et pour ça, Faire je une me vente aux confie enchères. à Laurent Macle, Ouais. qui est le descendant du pape du vin jaune, et je crois qu'il n'y a que Laurent qui sera capable de faire profiter des gens. Et le vin n'a pas tourné, enfin n'a pas, c'est pas madérisé ou. Il s'est madérisé, c'est pas le jaune, c'est pas le Château Chalon tel qu'on on le voit maintenant, tel qu'on le voit maintenant. Donc, Ouais. déjà, il n'a pas la même couleur, il n'a pas les mêmes arômes, il est beaucoup plus... il y a plus d'arômes, comment dire, d'épices Ah oui. que le jaune tel qu'on a l'habitude de le... Mais l'alcool est toujours là. Ah bah oui. Mhm. C'est... Non, mais ce qui est beau, c'est de se dire, c'est que quand on ouvre une bouteille de 86, moi je me rappelle quand mes enfants étaient petits, bien entendu, ils ne buvaient pas du... Ces vieilles bouteilles du temps de ma mère, on ne les ouvrait que pour des grandes occasions. C'était soit les premières communions, c'était soit un mariage, voire un enterrement. Et mes enfants se précipitaient quand on ouvrait une vieille bouteille pour sentir l'oxygène. Ils voulaient respirer l'air de 1800 et quelques. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ils étaient tous les trois autour du boulot, et on a respiré de l'air de 1800. Et puis après, c'était tout, ils s'en foutent. Non, mais il m'en reste quelques-uns. Mais moi, j'y vois pas du tout une valeur marchande. Et je fais Faire une vente aux enchères. Alors, les ventes aux enchères, si, on en a. Ça ferait en même temps connaître Château Chalon. Il y en a eu une, c'est-à-dire que ma mère, qui était comme mon grand-père, c'était quelqu'un qui avait une très 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 forte personnalité. Elle était très amie avec Jean Macle. Et Jean Macle l'a intronisé à la confrérie Saint-Vernier. Oui. Et avant, quand on était intronisé, c'était généralement des vignerons, c'est-à-dire que c'était des vignerons qui amenaient leur production. Donc, ma mère, n'ayant plus de production, n'a pu amener que les vieilles bouteilles de son père. Donc, une de ces bouteilles a été vendue, c'est un Château Chalon, je crois, 1800. La plus vieille, elle est au trésor là, de la confrérie Saint-Vernier, c'est un Château Chalon 1857. Et l'autre, c'est un 1880 et quelques, qui, elle, a été vendue avec son accord par la confrérie Saint-Vernier lors de la vente aux enchères
de la percée du vin jaune, une des premières, c'est-à-dire quand il y avait Château-Chalon, Water, Neuvy, Ménétru. Elle a été vendue aux enchères et l'argent qui découlait de cette vente a permis à la confrérie Saint-Vernier de faire une nouvelle statue du Saint-Vernier, parce que l'ancien étant un bois polychrome, et comme on le promenait au mois d'avril dans le village, et qu'en avril parfois, c'était vers le 20-21 avril, quand les conditions climatiques sont mauvaises, des chocs thermiques. voilà, c'était pas bon, on ne pouvait pas. Donc ils ont décidé de laisser Saint-Vernier, le vrai Saint-Vernier qui appartenait à M. Cartier, dans le trésor de l'église, et ils en ont fait un nouveau, et c'est un jeune vigneron, c'est Denis Gury, qui a servi de modèle, et c'est un monsieur, le sculpteur, c'est un monsieur Pernin de Neuvy, qui je crois à l'heure actuelle, malheureusement, se retrouve au foyer Sainte-Marthe, parce qu'il doit plus avoir sa tête. Et donc, en fait, tous les ans, on promène le nouveau Saint-Vernier. Voilà. Mais des vins de Château-Chalon, ce sont les plus vieilles bouteilles que vous détenez? Oui, je pense que... Il n'y a pas d'autres plus anciennes familles. Oui, non, mais le problème, c'est qu'avant, bon, tout le monde était vigneron à Château-Chalon. En fait, c'était de la polyculture. Donc, il y a des vieilles familles. Mais, ils vendaient leur vin pour le... Oui, c'était pour leur consommation personnelle. Pour vivre aussi. Ils n'avaient pas d'étiquette, donc pour savoir la date, c'est impossible. Alors que vos bouteilles sont étiquetées. Alors voilà, donc grand-père, c'était un des premiers, avec donc Cartier et de Poligny et Le Gorec de Water, c'était des, on va dire, grands... Cartier, c'était un vigneron, grand-père, c'était un propriétaire récoltant, donc ils en avaient fait leur métier, quoi. C'était les premiers à faire, et c'est eux qui ont fait connaître le Château-Chalon, parce que le Château-Chalon, du coup, il a quitté la région, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais que grand-père, son vin, il y avait des grands restaurateurs de la région lyonnaise qui venaient lui acheter, et ça a permis de voir le Château-Chalon sur des grandes tables. Hein. Qui le vinifiait, son vin? Tout se faisait ici. Ah oui. Il avait donc des... Il avait des vignerons. Des vignerons. On avait des vignerons en permanence. D'accord. De même qu'il avait en permanence 2 ouvriers dans les ruines de l'abbaye pour entretenir les murs, enlever les lierres. Et puis donc c'est pour ça que maintenant qu'il n'est plus là, tout part en ruine. Oui. Il a eu la chance probablement d'avoir un héritage, une fortune personnelle, donc il a pu vivre de ses passions. Le mot argent dans la famille, c'est un mot qui nous a jamais plu. Quand on en a, on n'en parle pas. Voilà, et puis quand on n'en a pas... on n'en parle pas non plus parce qu'on a et puis après, il ne s'est pas rendu compte qu'il n'en avait plus. Et puis heureusement, c'est ma mère qui est subvenue à ses besoins. Et puis, voilà. Ça se faisait comme ça. Mais au demeurant, il avait des grandes largesses alors qu'il n'en avait pas les moyens, quoi. C'était un grand seigneur. Oui, parce que peut-être il avait toujours été habitué, enfant ou jeune, à avoir, dont sa famille avait les moyens. Mais moi je sais pas se poser la question.
Il se Commencez faisait- par la question. Ah Il n'y a oui, pas oui. besoin de se Ah poser bah la oui. question. Non, mais je sais que moi, on m'a raconté que à l'époque, ben, c'est vrai, quand il est venu à la fin des années 1800, quand il est arrivé à Château-Chalon, Château-Chalon, c'était quand même un peu le Moyen-Âge, hein. Même moi, quand Ah j'étais bah oui. petit, les rues n'étaient pas goudronnées, c'était. Il y a des tas de Et fumier. voilà. Et un jour, quelqu'un m'a dit, je me souviendrai toujours euh, de, de ce qu'a fait ton grand-père et ta grand-mère. Je crois que c'était une personne qui était décédée, et à l'époque, une paire de draps, ça représentait quelque chose. Et la personne qui était décédée, si on la mettait, on l'ensevelissait dans une paire de draps, ben, ça en faisait une de moins pour la famille. Ah oui. Et ma grand-mère l'a su, et donc ce sont des gens qui ont été ensevelis dans une paire de draps avec les armoiries Marchandon de la Faille. Ah oui. Et les gens s'en souviennent. Ah oui. Ça s'est jamais su. Mais je trouve que c'est beau. Ah Oui, oui. tout à fait. C'est un beau geste, quoi. Voilà l'histoire de mon pépé.